comment communiquer avec un homme évitant. Si tu es en couple ou en début de relation avec un partenaire qui est toujours occupé, qui a toujours énormément de travail, toujours quelque chose à faire, tu vois que tu n'es pas sa priorité, en tout cas en ce moment. Quand il y a un conflit ou quand il y a quelque chose qui doit être discuté pour rééquilibrer les moments de qualité ensemble ou quoi que ce soit d'autre dans le couple, il va facilement fuir ces conversations-là ou dire qu'il n'y a pas besoin d'en parler, que ça doit être naturel, que les choses doivent se faire naturellement et que dans un couple, il n'y a pas besoin d'avoir de conversation à chaque fois qu'il y a un truc qui coince. Il est très probable que tu sois en couple avec un partenaire évitant. Dans cette vidéo, je vais vraiment focus sur un homme évitant. Bien que le style d'attachement évitant, évidemment, n'est pas uniquement quelque chose propre aux hommes, il y a beaucoup de femmes qui ont plutôt un style d'attachement évitant. Toutefois, on voit des différences subtiles du fait de notre socialisation et de la manière dont on a été éduqué en tant que femme ou en tant qu'homme. Donc, ces carcans sociaux-là vont aussi s'imbriquer avec le style d'attachement et ça va faire qu'un homme évitant ou une femme évitant vont quand même avoir quelques différences au niveau des réactions et notamment des réactions de protection. Donc dans cette vidéo, je vais tout t'expliquer. Je vais t'expliquer comment fonctionne le style d'attachement évitant. Est-ce que ton partenaire est effectivement plutôt évitant? Quels sont leurs mécanismes de protection? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête quand ils fuient, quand ils se braquent, quand ils partent pendant 3 jours, 4 jours dans un mur de silence? Et toi, comment, surtout, tu peux réagir face à ça? Première chose, qu'est-ce que ça veut dire un style d'attachement évitant? Pour être claire et concise, en gros, ça c'est un concept qui a été démocratisé vraiment dans les années 1960. La première personne à avoir mis ça en lumière, c'est Bowlby. C'est vraiment lui qui l'a mis en lumière et ensuite c'est devenu très connu avec le livre Attaché de Amir Levine et Rachel Heeler. Ce livre-là l'a montré au grand jour et c'est devenu hyper connu, surtout cette dernière décennie grâce à ce livre. Il y a 4 grands styles, différenciés en 2 catégories. Le style sécure, qui est une seule catégorie, et il y a uniquement sécure dedans. Et puis, il y a le style insécure. Et dans ce style insécure, il y en a 3. Il y a évitant, anxieux et ambivalent, qui est un mix de évitant, anxieux. Aujourd'hui, on va focus sur le style d'attachement évitant. Ce qui va différencier surtout l'attachement évitant de l'attachement sécure. En gros, l'évitant va avoir extrêmement peur de perdre son indépendance et sa liberté. Et c'est surtout ça qui va le trigger et qui va déclencher les mécanismes de protection, de défense. Un style d'attachement anxieux, quant à lui, va avoir pour plus grande peur la peur de l'abandon et ou du rejet. Le style d'attachement évitant aussi peut avoir une grosse peur du rejet, mais c'est surtout la peur qu'on lui impose des choses, qu'on le mette dans une boîte et qu'il se retrouve à devoir faire des choses qu'il n'a pas envie de faire, ou de se retrouver coincé, ou de perdre complètement son indépendance. Pour te donner un ordre d'idée, selon ces études-là, faites par Bowlby, Levine et Heeler, sur un échantillon de population, ce qu'on remarque vraiment le plus au niveau des statistiques, c'est que environ 50% de l'échantillon de la population va être sécure, environ 20% vont être avec un style d'attachement anxieux, 25% évitant et les 5% qui restent ambivalents, c'est-à-dire selon les situations vont être évitants, selon certaines situations plutôt anxieux. Encore une fois, ça reste une étiquette. C'est hyper important de pouvoir s'identifier à cette étiquette en première instance pour sortir du déni. Si on ne comprend pas ce qui se passe en nous, si on comprend pas pourquoi on fuit, si on comprend pas pourquoi on dérégule complètement parce que les heures passent et qu'on n'a pas eu de message en retour et qu'on se fait des films, on va avoir beaucoup de mal à travailler sur ce style-là pour devenir de plus en plus sécure. Parce que oui, n'importe qui peut devenir de plus en plus sécure. Et personne n'est 100% sécure. Dans cette étude-là, quand je dis 50% de la population est sécure, c'est à plutôt un style sécure. Mais demain, tu mets une de ces personnes-là qui a été diagnostiquée comme plutôt sécure avec une personne complètement évitante, vraiment à 80% évitante, la personne qui est plutôt sécure va potentiellement retourner dans son style insécure de prédilection. Alors soit elle est plutôt anxieuse, soit elle est plutôt évitante, mais on a tous au fond de nous une tendance. Pour ma part, moi j'ai été très longtemps anxieuse. Aujourd'hui, on va dire que je suis 90% sécure et il y a certaines petites situations qui vont un petit peu trigger les 10% d'anxieux qui restent. On n'est pas des robots et le but c'est de chercher à être au quotidien le plus possible au-dessus de 80% du temps dans un mode de fonctionnement sécure pour ta paix, pour ta
préservation de ton énergie, pour ta souveraineté émotionnelle et pour que tu te sentes bien en fait au quotidien tout simplement. Que tu te fasses pas pomper ton énergie, ton focus parce que il manque un message, parce que il a fui, parce que il m'a pas préparé mes œufs et qu'il pense qu'à lui. Cette étiquette-là, elle va être précieuse pour que tu comprennes un peu mieux comment fonctionne l'autre et comment toi tu fonctionnes. À partir du moment où tu as diagnostiqué à peu près comment vous fonctionnez tous les deux, je vais te demander d'enlever cette étiquette pour passer à la deuxième marche, c'est-à-dire sortir de ça parce que, et c'est le gros paradoxe du développement personnel, une fois que tu as compris tes mécanismes, quand tu continues à t'identifier et à te définir selon ces mécanismes-là, c'est là où tu restes coincé dans cette boîte et tu n'avances plus. Tu touches à plafond de verre. Donc en PNL, on part d'un principe fondamental qui est la discipline linguistique. Tout ce que tu dis de toi ou tout ce que tu penses de toi en interne et que tu vas pas forcément dire va avoir un impact énorme sur comment ton cerveau va fonctionner au quotidien et ce sur quoi tu vas focaliser ton attention. T'as regardé la vidéo, tu dis « Ah bah c'est bon, je sais, il est évitant ». Ce qui va se passer, c'est que tu vas rentrer dans un biais de confirmation où chaque chose qu'il va faire, il va fuir, il va pas répondre à un message, il va dire « t'en fais des caisses », il va se murer dans le silence pendant de longues heures, voire plusieurs jours. Il va avoir du mal quand toi tu montres tes émotions, et ben tu vas te dire « Ok, c'est un évitant ». Ton cerveau en fait, il va rentrer dans un biais de confirmation, il va chercher à confirmer cette croyance-là. Il va te faire focaliser sur tous ces moments-là où il dérégule et il va te rendre momentanément aveugle, comme un cheval avec des œillères, aveugle de toutes les autres choses qu'il fait où il est dans un style plutôt sécure, où il te rassure, où il ouvre la conversation, où il vient vers toi quand t'es dérégulé. Tous ces moments-là, tu vas vraiment devenir comme aveugle de ces moments-là et tu vas focaliser sur tout ce qui confirmera qu'il est évitant. Et là, tu rentres dans un cercle vicieux puisque tu vas de plus en plus cultiver de la rancœur et te dire c'est un évitant, j'en ai marre, on peut pas discuter avec lui. Alors, comment on devient évitant ou anxieuse ou un autre style? Selon les études de Bowlby, il y a une recherche qui a été faite qui est la plus connue dans ces études autour des styles d'attachement. Cette étude, elle s'appelle Strange Situation. Elle a été réalisée avec des bébés de 12 mois. Donc oui, le style d'attachement est déjà prédominant et déjà préinstallé à partir de 1 an. La première année de vie du bébé, elle est cruciale puisque le bébé va vraiment être une éponge et imprimer toutes les micro-moments de sa vie où il y a eu je pleure, est-ce que je peux compter sur maman? Est-ce que je peux compter sur papa? Est-ce qu'ils viennent me voir quand je pleure? Et comment à l'interne, ça va être imprégné et ça va être régulé plus ou moins ces situations-là de j'ai besoin de mon caregiver. Est-ce qu'il est disponible quand je pleure, quand je montre que j'ai besoin d'aide? Oui, non. Et là, ensuite, il va y avoir une réponse plutôt anxieuse ou plutôt évitante ou plutôt sécure. Et ça va vraiment être conditionné très 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 tôt dès la première année de vie du bébé. Donc ils ont mis dans la pièce un bébé et à chaque fois, le test, c'était le bébé, il est dans une pièce avec sa maman. La maman part de la pièce et on observe comment le bébé réagit. Le bébé A, la maman sort et tout de suite, il commence à s'affoler, il va vers la porte, il crie, il pleure, il arrête complètement de jouer. Il est vraiment plus capable de se focaliser sur ce qui est en train de se passer autour de lui et il est vraiment dans une recherche active de sa maman et dans des pleurs intenses. Ensuite, maman revient et là, bébé est encore très activé. Donc la maman le prend dans ses bras, il met du temps à se réguler, il part en sanglots et il se calme progressivement dans les bras de maman et ça prend un petit peu de temps. Ce bébé-là est un bébé plutôt avec un style anxieux. Le bébé B, on le met dans la pièce avec sa maman. La maman sort. Et là, le bébé ne remarque presque pas que maman est partie. Vraiment, il va tourner la tête et vraiment continuer de jouer comme si rien ne s'était produit. Puis, maman revient dans la pièce. Et là, toujours pareil, il remarque à peine que maman est rentrée et continue de jouer. Ça va être un bébé qui a un style d'attachement plutôt évitant. Il a compris très tôt, par tout ce qui s'est passé dans sa première année de vie, que quand il pleurait, il y avait un délai qui était long pour qu'on vienne le voir, pour qu'on vienne comprendre, pour qu'on vienne le rassurer. Et il a préféré arrêter de se dire qu'il fallait dépendre de ce caregiver. Et donc, petit à petit, il a arrêté de chercher cette régulation, d'aller essayer de se réguler avec son parent. Et il a tout intériorisé, tout gardé pour lui. C'est ça, le style évitant. Et ensuite, ils ont fait une troisième étude avec un bébé C qui, lui, quand maman
part, va être un petit peu inquiet, puis va continuer à jouer. Et quand maman revient, il va tout de suite la voir, sans pleurer, mais il est content de la voir et il veut tout de suite que maman le porte, quoi. Ça, c'est le bébé plutôt sécure. Quoi qu'il en soit, ce qui est très intéressant avec cette étude, c'est que, et ça va être intéressant pour que tu comprennes mieux ton partenaire, quand on a un style d'attachement évitant, le bébé B, il y avait des électrodes placées aussi sur son cœur et son cerveau. Et les électrodes, les études ont montré que, bien que le bébé ne montre pas d'activation externe intense, qu'il pleure pas, qu'il a l'air de s'en fiche, à l'intérieur, le taux de cortisol, le taux de stress, était aussi élevé que le bébé A, avec un style anxieux qui était en pleurs total, complètement régulé, qui avait du mal à réguler ses sanglots. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si en face de toi, t'as un partenaire qui est plutôt évitant, ça ne veut pas dire qu'il s'en fiche, absolument pas. Ça veut dire qu'il a appris à tout garder en interne et il a appris qu'il valait mieux rester dans sa grotte, internaliser la douleur et ne plus essayer de chercher à l'extérieur une personne ressource pour venir aider à réguler ce qui se passe à l'intérieur. Contrairement à l'anxieux qui, lui, va toujours chercher à aller réguler ce qui se passe à l'intérieur avec un pilier extérieur. Donc ça prend forme dans la première année de vie du bébé et ensuite ça va se renforcer plus ou moins. Tu vas devenir de plus en plus sécure ou de plus en plus anxieuse ou de plus en plus évitant selon les expériences de vie. Si à 8 ans, Mélissa, ta meilleure amie, t'a dit je veux plus être copine avec toi, aujourd'hui en tant qu'adulte on se dit c'est bidon, à 8 ans je t'assure que ton monde s'écroulait. Et si t'avais plutôt une prédominance d'un style d'attachement anxieux et qu'il se passe ça quand t'as 8 ans, ça va venir renforcer le style anxieux. Ensuite tu rentres dans ta première relation amoureuse, tu vis une trahison où la personne te quitte, où il y a vraiment des up and down de type toxique avec conflit, résolution, et c'est vraiment tout feu, tout flamme, très douloureux. Ça va venir appuyer encore plus sur cette anxiété relationnelle. Donc en fait, ça dépend de tes expériences de vie. Pareil, tu te mets en couple avec une personne sécure, ça va t'aider à devenir de plus en plus sécure et à calmer cet attachement anxieux. Tu te mets en couple avec une personne évitante, ça va venir appuyer sur cette anxiété relationnelle puisque tout ce que tu redoutes, c'est-à-dire ne pas pouvoir compter et ne pas pouvoir me réguler avec quelqu'un d'extérieur, c'est exactement ce qui est en train de se passer puisque la personne évitante en face de moi fuit ça, ne veut pas dépendre de qui que ce soit, ne veut pas se réguler avec quelqu'un d'autre et donc quand moi je le fais avec lui, ça lui fait peur, ça lui donne l'impression que je vais lui faire perdre son indépendance et c'est pour ça que la combinaison de couple la plus connue, c'est anxieux-évitant. En fait, ils vont se mettre très facilement ensemble puisqu'ils vont tous les deux appuyer sur les parties de soi qui ont besoin d'être guéries. Et aussi paradoxal et aussi bête que ça puisse paraître, on se dit mais c'est complètement con, pourquoi tu vas te mettre avec un évitant alors que t'es anxieuse ou pourquoi tu vas te mettre avec une anxieuse si t'es évitant? Parce que, en fait, le subconscient cherche toujours à venir te faire travailler et te faire guérir sur la part de toi qui n'est pas guérie, qui n'est pas comprise, qui n'est pas procédée. Donc, effectivement, le couple anxieux-évitant, c'est vraiment un gros classique. Comment fonctionne un partenaire évitant, un homme évitant? Un homme évitant, comme je te l'ai dit, il va mettre énormément de valeur sur son indépendance et sa liberté. Ça va être comme vital pour lui. C'est des personnes qui, même après 2 ans, 3 ans de couple, vont avoir énormément de mal à passer le pas de la vie à 2. Ils vont toujours vouloir garder leur cocon, leur appartement ou leur maison, quitter ça et se dire, allez, je rentre dans une interdépendance, je vais partager mon foyer avec quelqu'un. C'est extrêmement effrayant pour eux parce que il y a comme une sensation de je me mets en danger et si ça fonctionne pas, je vais tout perdre et je vais perdre mon indépendance et je vais me retrouver sans mon cocon de protection. Parce que rappelle-toi, l'évitant, il a peur, il ne veut plus dépendre de quelqu'un d'extérieur. Il veut uniquement dépendre de lui parce que il s'est dit très tôt, quand je pleure ou quand j'ai besoin d'aide, ça met du temps, on vient pas m'aider. Même s'il a été dans une enfance avec des parents qui ont fait de leur mieux et qui objectivement, c'était une famille très supportive, très saine, des parents géniaux. En fait, c'est comment le bébé a internalisé les moments où je pleure et ce qu'on vient me voir. Ça veut pas dire que moi j'ai eu une enfance dorée, donc je suis forcément sécure. Absolument pas. C'est comment, en tant que bébé, puis en tant qu'enfant, en tant que jeune adulte, dans toutes les expériences que t'as eues, comment en interne t'as géré le truc. Et bien sûr, quand il y a une enfance avec des parents où là il y a vraiment de la négligence, ça va activer encore plus un style insécure. Mais tu peux totalement avoir eu une enfance dorée et avoir un style insécure. Le partenaire évitant.
il va avoir du mal à se mettre en couple, à passer le pas de la vie à deux. Il va envoyer des signaux incohérents. Il va y avoir des moments où il va s'ouvrir, où émotionnellement il va te dire plein de trucs, il va te dire qu'il t'aime énormément, qu'il tient beaucoup à toi. Et des moments où, pouf, il rentre dans sa coquille, il va être très taiseux, avoir du mal à dire je t'aime, avoir du mal à parler de ses émotions. Et quand toi, tu cherches à aller dans une communication émotionnelle où on se parle à cœur ouvert, il va répondre oui, non, peut-être, je sais pas, être très évasif. Donc c'est ça, c'est ambivalent. Parfois oui, j'y vais, parfois non, je rentre dans ma grotte. Mettre beaucoup de valeur sur son travail, en général, avec une prédisposition au burn-out. Ça paraît évidemment logique, puisque rappelle-toi, son focus principal, c'est « je veux être indépendant ». Donc, je vais mettre énormément de valeur sur mon boulot, parce que si j'ai beaucoup d'argent, si je suis financièrement stable, indépendant, que j'ai de l'argent, je me sens en sécurité, je peux faire absolument ce que je veux et je ne dépends de personne. C'est aussi quelqu'un qui va plutôt avoir du mal à parler des problèmes de couple, puisque qui dit on met à plat ce qui vient de se passer, dit je vais devoir parler de mes émotions, je vais devoir me remettre en question, je vais devoir exprimer ce que j'ai ressenti, ou alors dire pardon, je suis désolée. Et là aussi, ça vient m'exposer émotionnellement, et ça, c'est beaucoup trop challengeant, je préfère mettre sous le tapis et ne pas en parler, ne pas m'exposer émotionnellement, puisque depuis tout petit, j'ai appris à tout contenir à l'intérieur. Pour aller un peu plus dans le détail, ça va être aussi un partenaire qui va adorer et préférer même des vacances en solo. Partir de son côté, comme ça je dépends de personne, je fais mon trip et je peux vivre pleinement et ressentir pleinement cette sensation d'indépendance et de liberté qui est tellement importante pour moi et qui me rassure tellement. C'est aussi un partenaire, et c'est des petits trucs inconscients, mais quand vous allez marcher dans la rue, il va avoir tendance à marcher 2 mètres devant toi. Inconscient. Parce que, encore une fois, c'est comme ça, je me sens libre, je me sens bien, je sens que je marche tout seul, je me sens dans ma bulle. C'est les moments où tu te dis, mais pourquoi tu marches pas avec moi? Pourquoi tu me prends pas la main? Non. Moi, je marche tout seul. Je suis libre, je suis indépendant. Donc ça, c'est plein de petits exemples et je te mets en dessous de la vidéo un questionnaire extrait du livre de Amir Levine et Rachel Hiller. C'est vraiment le questionnaire officiel, il y en a plein sur internet. Donc te fais pas avoir, il y a aussi beaucoup de faux questionnaires. Prends vraiment celui que je te mets en dessous de la vidéo, c'est celui qui est extrait du livre audio officiel. Il est en anglais, n'hésite pas à utiliser ton téléphone. Tu mets Google Translator version photo et tu peux juste scanner la feuille et lire en même temps que tu regardes le questionnaire, la traduction. Ou bien, tu le fais directement en anglais si tu es à l'aise en anglais. Comment communiquer avec un partenaire évitant? C'est là le gros dossier. Première chose déjà à ne surtout pas faire, c'est lui dire « c'est bon, j'ai regardé une vidéo, j'ai fait le test, regarde le questionnaire, tu es évitant ». Parce que ça va le braquer, ça va appuyer sur tout ce qui lui fait horreur. C'est-à-dire parler de ses émotions, se livrer, se montrer vulnérable et, entre guillemets, perdre sa liberté, son indépendance. Puisque là, je vais dépendre de quelqu'un, puisque je me montre vulnérable, je m'ouvre et je crée un attachement émotionnel. Donc là, c'est beaucoup trop dangereux pour moi. Donc si tu y vas frontalement comme ça, il va se braquer, il va rentrer dans sa grotte. Donc surtout pas de frontal. Comment on communique avec un évitant? Si par exemple, vous vous êtes disputé la veille et que tu veux nettoyer, tu veux revenir sur ce qui s'est passé, tu vas commencer par toi exprimer ta part de responsabilité et tes 50% de responsabilité dans ce qui vient de se passer. Probablement qu'il va prendre son tel, qui va dire « je suis beaucoup trop occupée, là, j'ai quelque chose à faire, il faut absolument que je fasse ce mail-là, que j'écrive ce message, laisse-moi tranquille, j'ai autre chose à faire. Oh là, t'es sérieuse, mais pourquoi tu remets ça sur le tapis, ça s'est passé il y a 3 jours, il n'y a pas besoin d'en parler. » Tout ça, en fait, c'est des mécanismes de protection. Il va essayer de cop la situation. Cop, ça veut dire stopper la situation qui, pour lui, là est beaucoup trop challengeante, j'ai pas du tout envie d'aller là-dedans, ça va m'exposer, il va prétendre qu'il a des trucs à faire, alors que quand t'es arrivé, il était en train de scroller sur Facebook ou sur Instagram, il avait pas du tout l'air d'être occupé, mais comme tu ramènes ce sujet-là, comme par magie, ah oui, j'ai un truc à faire, je m'en vais, je prends le téléphone, laisse-moi tranquille, on a déjà parlé, j'ai pas envie. Ça, c'est un mécanisme de protection. Parce que dans sa tête, s'exprimer sur quelque chose qui s'est passé, ça va le rendre faible parce que ça m'expose émotionnellement et donc je vais perdre mon indépendance. En gros, inconsciemment, c'est ça qui se passe. Donc scénario 1. T'y vas et effectivement tu commences par tes 50% de responsabilité. Mon cœur, j'aimerais qu'on reparle de ce qui s'est passé hier. Je comprends totalement que mon ton de voix il était pas adapté. J'aurais pas dû te parler avec autant de pique, autant d'agressivité dans mon ton de voix. Et je m'excuse pour ça vraiment. Enfin, je te demande de m'excuser. Toutefois, quand tu me dis que je suis folle, que j'ai un problème, ça me blesse et j'arrive pas à passer à autre chose. J'aimerais vraiment qu'on puisse nettoyer ça et que tu comprennes ce qui se passe dans mon monde quand je dérégule comme ça, parce que je veux pas que
tu penses que je suis folle ou que j'ai un problème. Ça me blesse que tu aies dit ça parce que j'ai l'impression que tu le crois. Et pour moi, c'est important qu'on puisse en parler. Et là, il va déréguler, il va dire que c'est toi le problème. Il faut que tu comprennes que quand tu m'agresses comme ça, quand tu hausses le ton, c'est vraiment insupportable, c'est de ta faute. Moi, je cherche juste à me défendre. C'est toi qui commences à m'agresser. N'importe qui ferait ça pour se défendre. Donc là, il va y avoir différentes stratégies de protection. Le n'importe qui réagirait comme ça, c'est bring the troop. Il va ramener en gros le village et faire une comparaison sociale en se disant je vais montrer que ce que j'ai fait c'est la norme et que n'importe quel autre individu aurait réagi comme ça pour moi valider mon comportement et invalider le tien. Ou il va minimiser ce qu'il a fait en disant que comme c'est toi qui as commencé, lui il s'est juste défendu. Ou bien il va dire il faut que tu comprennes que ça c'est des petits trucs inconscients mais commencer par une tournure de phrase comme ça c'est vraiment un marqueur important parce que ça te prouve que c'est extrêmement inconfortable pour lui de se remettre en question. Alors là on parle dans cette vidéo de style d'attachement évitant mais ça n'exclut pas qu'il peut aussi y avoir des blessures narcissiques qui se rajoutent à ça. Pas pervers narcissique, ça c'est le gros terme à la mode. Je dis blessure narcissique, ça veut dire que il y a une blessure de l'ego qui s'est passée à un moment donné dans sa vie et il va tout faire dans son existence et tu peux le remarquer comment il agit au quotidien, le fait qu'il se donne à fond dans le boulot, le fait qu'il est énormément en demande de reconnaissance, dès qu'il a une fierté professionnelle, en faire des caisses, en parler énormément, appeler sa famille au dîner entre amis, etc. Il va en parler, se montrer beaucoup parce qu'il a énormément besoin de reconnaissance, c'est qu'il y a certainement une blessure narcissique. Et quand il y a une blessure narcissique et que tu es en couple avec une personne qui a cette blessure, les résolutions de conflits sont beaucoup plus longue, demande plus de travail parce que pour lui se remettre en question, ça vient éclater au grand jour le manque de confiance en soi qu'il essaie de combler comme un malade avec son boulot et en recherchant la fierté sociale. Là, ça vient taper, un manque de confiance en soi et cette blessure-là, ça peut évoluer quand toi tu lui montres le miroir, quand toi tu te montres sécure et que tu vas dans cette conversation-là en assumant ta part de responsabilité, en comprenant ce qui se passe de l'autre côté et tu dérégules pas. Si il part en minimisation comme ça de ton point de vue, c'est montrer le miroir et poser ta limite. C'est-à-dire, j'entends ce que tu me dis là. Toutefois, quand tu minimises les insultes que tu m'as dit, c'est absolument pas ok pour moi. Parce que même si j'ai commencé, on n'est pas dans une cour de récré. Aujourd'hui, tu es un adulte. Ce que tu m'as dit est très blessant et tu dois prendre la responsabilité de tes actes. Maintenant, si pour toi, objectivement, c'est normal de réagir comme ça et de me parler avec des mots aussi violents, alors j'ai également ma réponse sur le type de valeur que tu as et la personne que tu souhaites incarner. Et moi, je ne souhaite pas être en couple avec une personne qui me parle comme ça. Effectivement, j'ai commencé et c'était pas du tout ok que je te parle avec ce ton de voix. Maintenant, la réaction que tu as eue n'est pas ok. Et si pour toi, c'est normal de réagir comme ça et qu'il n'y a pas d'excuses à présenter, j'ai également ma réponse et ça vient toucher mes limites. Je te laisse cogiter là-dessus, mais c'est la dernière fois que j'accepte ça. Sache que moi, je travaille activement sur les moments d'explosion où mon ton de voix dérégule, où je deviens agressive, et je ne veux plus que tu me parles de cette façon en retour. Donc, quand il part dans ses stratégies de défense, première étape, voix claire. Deuxième étape, interromps le feu en toi. Là, tu sens que quand il se défend, quand il minimise et tout, ça monte, j'ai envie de lui rentrer dedans parce que c'est pas juste, comment il ose minimiser mon point de vue. Lui, ce qu'il m'a dit, lui, ce qu'il a fait, c'était horrible aussi. Pourquoi il l'avoue pas? Pourquoi il ne prend pas la responsabilité de ses actes? Ça, le feu qui monte, canalise-le, self-control, voix claire. Ok, blessure narcissique. Ok, c'est challengeant pour lui. Je décide de ne pas attaquer en retour, de voir clair. Parce que là, si je contre-attaque, on va repartir dans une deuxième dispute boule de neige et c'est pas le but. Donc là, tu peux montrer le miroir et dire quelque chose comme « Chérie, je viens ici avec l'intention de nettoyer ce qui s'est passé entre nous hier. Je me montre vulnérable, j'assume totalement les 50% de responsabilité que j'ai là-dedans. Et je trouve vraiment dommage que tu appuies dessus pour éviter ta part à toi. J'ai besoin qu'on soit respectueux et qu'on s'excuse tous les deux quand on part trop loin et qu'on se dit des choses qui sont blessantes pour tous les deux. Tu peux aussi, deuxième exemple, aller dans quelque chose d'encore plus empathique. Chérie, donc tu ajoutes un surnom affectueux au début, ça paraît débile, c'est extrêmement efficace, ça a été prouvé par Gottman, Levine et tout plein d'autres études qui montrent que effectivement quand tu rajoutes un surnom affectueux dans des moments conflictuels, ça baisse la tension, même physiologiquement, ça rend plus cohérent la synchronisation cœur-cerveau, ralentit les ondes cérébrales et le rythme cardiaque. Donc il va être plus ancré et plus à même de t'écouter puisqu'il est moins en défense. T'as commencé par chérie, ça paraît anecdotique, mais tu commences pas
chérie, tu lui mets une main sur la cuisse et tu ralentis le tempo de ta voix. Ça va énormément l'aider à s'ancrer, à t'écouter et à baisser la garde, baisser le bouclier. Donc chérie, je comprends que tu aimes ton indépendance. Là, tu amènes de l'empathie. Tu lui dis que tu sais ce qu'il valorise et que tu le respectes. Je comprends que tu aimes ton indépendance, que ton appart c'est ta safe place et je respecte ça. Toutefois, ça va maintenant faire 2 ans qu'on est ensemble et j'aspire à une vie de couple en cohabitation. Et 2 ans, c'est vraiment ma limite. Est-ce qu'on peut trouver un terrain gagnant pour tous les deux? Et tu proposes. Donc ça veut dire que tu y as pensé en amont. Par exemple, j'ai pensé qu'on pourrait trouver comme solution que tu mettes ton appart en location. Comme ça, tu as toujours ton pied-à-terre, tu as toujours ton appart à toi. Tu le mets en location, tu gagnes de l'argent dessus et nous, on habite ensemble. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te rassurerait? C'est quelque chose que tu te sentirais à l'aise? Parce que, effectivement, c'est important pour moi qu'on habite ensemble. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que toi, t'as envie qu'on vive ensemble? Est-ce que c'est quelque chose que tu aspires? Quelles sont tes réticences? Qu'est-ce qui te fait peur là-dedans? Viens, on en parle à cœur ouvert. Plutôt que d'être frontal et de lui dire, tu te rends compte, ça va faire 2 ans, tu veux même pas qu'on habite ensemble, c'est vraiment pas possible pour moi, je veux qu'on rompe, et la menace en fait, parce que ça braque, bouclier, et vous allez vraiment tourner en rond. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, ce que tu vas mettre en place. Est-ce que tu as reconnu ton partenaire dans mes explications? Quels sont les gros challenges que tu vis en ce moment avec lui? Les conflits qui reviennent en boucle? Les choses pour lesquelles il se braque facilement? Quel a été ton déclic dans cette vidéo? Qu'est-ce que tu vas mettre en place et faire différemment pour l'aider à baisser la garde et vous aider tous les deux à glow up et à aller ensemble vers tous les deux un style plus sécure? Je te souhaite de belles discussions, de belles prises de conscience et à très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah.